Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Nous allons découvrir ensemble le thème de l'équinoxe d'automne, donc qui se forme dimanche 22 septembre à 14h44. Le thème est monté à Paris, puisque nous nous occupons un petit peu d'astrologie mondiale, de ce qui se passe au niveau du collectif. Alors ce thème est intéressant d'une part parce qu'il reproduit un modèle que nous connaissons, le grand angle ou la locomotive, où les planètes sont réparties sur un groupe qui recouvre un espace de l'ordre de 240 degrés à peu près, qui commence avec Pluton à la fin du Capricorne et qui se termine avec Vénus à la fin du signe de la Balance. Alors voilà, Pluton est la locomotive et Vénus la remorque. L'espace vide qui est entre Vénus et Pluton a son mi-point dans le signe du Sagittaire où nous retrouvons l'ascendant du thème à 17 degrés du Sagittaire qui nous donne la direction à suivre sur le plan collectif pour aller sur la voie de notre devenir. Il nous montre quel est le travail que nous devons accomplir pour avancer, pour progresser, pour évoluer. Dans le Sagittaire, il s'agit d'abord d'évoluer spirituellement, donc de mettre l'accent sur la spiritualité que nous avons peut-être oubliée, puisque il semblerait que nous nous focalisions beaucoup sur l'aspect matériel des choses. Ceci est indiqué par un T carré que nous avons déjà rencontré la dernière fois. Le T carré est formé par Jupiter, le Soleil et Saturne et Neptune. Donc T carré en signe mutable qui donne de l'importance à la matière, trop d'importance, donc qui est l'indice de beaucoup de matérialisme et d'égoïsme. Donc ce T carré représente notre passif qui est important, en particulier, enfin il concerne tout le monde, mais en particulier notre pays, la France, qui a dans ce domaine une grande expérience, on va dire, les choses comme ça, si vous voulez. Bon, heureusement, il y a aussi d'autres facteurs qui sont positifs, qui sont à mettre à notre crédit. Donc, bon, il y a beaucoup de traits bleus, vous allez me dire, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il faut regarder les planètes dans le détail. Nous avions déjà identifié la dernière fois que nous sommes rencontrés par l'Internet, et la fois d'avant également, qu'il y avait deux, deux triangles qui formaient un cerf-volant ou un parachute selon que la part d'ombre ou la part de lumière dominait. Donc le triangle mineur, qui est aussi appelé la pyramide des dons, est composé par Pluton, qui est à 29 degrés du Verseau, Neptune à 28 des Poissons, et Uranus à 27 du Taureau, en chute dans le Taureau. Uranus se trouve par ailleurs en conjonction avec la Lune, qui est à 1 degré des Gémeaux. Donc c'est une conjonction qui est dissonante, puisque les deux planètes sont en aspect par l'orbe qu'elles ont l'une par rapport à l'autre, mais sont dissonantes par le registre élémentaire ou élémental dans lequel elles sont, puisque Uranus est dans le registre de l'élément Terre et la Lune de l'élément air. Et ces deux éléments sont en bisbille. L'un va tirer vers le bas et l'autre vers le haut. Donc il y a beaucoup de contradictions en chacun d'entre nous, entre cette part d'ombre et cette part de lumière. La part de lumière qui est symbolisée par le triangle mineur, qui est maintenant en bas, alors qu'il était en haut les fois d'avant, et le triangle majeur qui symbolise la part d'ombre est lui en haut. Donc il y a eu un basculement qui s'est produit. Et par conséquent, nous pouvons nous demander dans quel sens celui-ci va jouer. Va-t-il avantager notre part d'ombre ou bien notre part de lumière? La réponse se trouve en chacun d'entre nous. Voilà. Voilà ce que l'on peut dire. Donc la part de libre arbitre de chacun est importante dans les événements qui vont arriver et que nous contribuons tous à notre mesure à co-créer les uns avec les autres. Donc une carte du ciel ne doit pas s'interpréter d'une façon trop déterministe, sinon cela signifierait, si c'était le cas, que nous n'avons pas de liberté, que nous sommes des robots, des robots, tout à fait. Donc nous fonctionnons complètement en automatique.
C'est peut-être ce qui est en train d'arriver. Mais ce n'est pas vrai tant qu'il y a des êtres qui œuvrent sur la Terre pour manifester leur âme, leur aspect spirituel. Et c'est pour cette raison-là qu'en général, on s'intéresse à l'ésotérisme, à l'astrologie, au tarot, et toutes les disciplines considérées comme divinatoires qui nous parlent de l'aspect caché de nous-mêmes, de l'aspect intérieur, ésotérique, c'est d'ailleurs le sens d'ésotérique, hein. C'est ce qui est du domaine de l'intérieur, invisible car à l'intérieur, ce qui est caché en nous mais qui est très proche de nous. Et ces sciences sacrées peuvent nous aider à apprivoiser cette part de lumière qui est en nous, à la faire parler, à maximiser nos dons qui sont en nous, et que nous avons peut-être sans le savoir, hein, ils sont enterrés en nous, et l'Évangile nous conseille de les utiliser, ces dons, ces talents, non pas de les laisser enterrer, sinon nous risquons d'avoir des problèmes. Et c'est vraiment le moment d'utiliser nos dons pour nous et pour les autres. Alors regardons la force des planètes, après avoir fait ce tour d'horizon général. Donc il y a un certain nombre de planètes qui sont maléficiées, pour employer un mot que je n'aime pas trop, mais enfin, qui sont affligées. Voilà, c'est le mot qui est plus vrai, plus exact. Uranus, toujours lui, il est en chute en taureau, donc il nous inquiète depuis longtemps. Et là, apparemment, il arrive à maturité. Donc il joue en synergie avec Pluton, qui est lui à la fin du Capricorne, où il détruit complètement l'ancien système, hein, par la corruption. C'est cette façon-là qu'il progresse. Donc Pluton et Uranus travaillent ensemble main dans la main, si j'ose dire. Alors Pluton, c'est beaucoup la finance. Uranus, c'est aussi un petit peu ça, mais c'est le côté, je dirais, visible de la finance, c'est-à-dire la banque, qui est liée à l'informatique, donc à la technologie, tandis que Pluton ressort de choses qui sont plus cachées, plus profondes, plus occultes. En tout cas, bon, ces deux planètes travaillent ensemble, et elles sont en synergie avec Neptune, qui est en opposition avec le Soleil. Donc elles essaient de barrer en fait l'axe qui est en train de se former entre Neptune, qui est le nouveau Soleil, et le Soleil qui est l'ancien Soleil. Donc il y a un axe de lumière qui essaie de percer dans ce brouillard qui est formé par l'alliance de Pluton et d'Uranus, et le conflit qui est en train d'éclater en ce moment, qui est une guerre spirituelle, est en train de révéler un nouveau rapport de force. Les forces de la matière sont destinées à perdre la bataille, même la guerre, hein. Je vous renvoie à la lecture de la Bhagavad Gita qui explique cela très bien. C'est un livre sacré qui a quand même 5000 ans, je crois, quelque chose comme ça, donc qui est plus ancien que la Bible et qui est très actuel. Donc je vous renvoie à la lecture de la Bhagavad Gita qui vous donnera plein d'informations en direct. Et les forces de la lumière au départ sont considérées comme un outsider. Donc a priori, les forces de la matière semblent avoir l'avantage parce qu'elles sont plus nombreuses, parce qu'elles sont plus visibles, parce qu'elles possèdent les médias, elles savent faire leur promotion. Les forces de la lumière sont un peu plus clandestines, elles mettent du temps à s'extérioriser, mais avec l'entrée de l'humanité dans la nouvelle période du Verseau, les choses sont en train de changer. Et ce basculement auquel nous assistons est peut-être le début du renversement de perspective qui est en train de s'amorcer depuis un certain temps déjà, et qui sera visible par toutes les personnes qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Voilà, donc il faut s'attendre à ce que dans les 3 mois qui viennent, puisque ce thème a une valeur un peu plus longue que d'habitude, puisqu'il correspond à l'entrée du Soleil dans la Balance, au moment où nous rentrons dans l'automne 2024. Donc il nous donne une idée, par le climat astral qu'il contient, de ce qui risque de se passer jusqu'au solstice d'hiver, c'est-à-dire vraisemblablement autour du 22 décembre de cette année. Et là, nous ferons encore
si Dieu le veut, un point sur la situation. Alors, autre planète qu'il faut regarder, c'est Jupiter, qui est le maître de l'ascendant en Sagittaire. Donc c'est le maître traditionnel. Il est dans le signe opposé du Sagittaire, donc par définition, il est en exil. Son rôle est négatif du point de vue matériel, mais il est positif du point de vue spirituel. C'est ce qu'il faut retenir. Jupiter est un significateur du deuxième rayon de l'amour-sagesse, et s'il fonctionne sur le plan spirituel, il va favoriser tout ce qui est du domaine du développement de la conscience. À ce niveau-là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant qui peut se produire et contribuer à contrebalancer les effets négatifs de la période. Donc Jupiter, se trouvant en 7, va affecter le champ des relations humaines. Il va ramener peut-être de l'humain là où il n'y en a pas. Donc c'est une très bonne chose. Il peut ramener un équilibre dans les relations humaines et créer de justes relations humaines. Donc voilà un aspect intéressant à partir d'une planète qui est en exil du point de vue traditionnel. On peut peut-être voir la même chose pour Uranus qui est en chute. Donc du point de vue matériel, Uranus correspond sans doute à l'effondrement du système bancaire et financier. Donc là-dessus, c'est écrit. Et il n'y a pas grand-chose à faire. En revanche, ce qui peut nous amener de positif, si nous arrivons à dépasser cette remise en question par le bas, il peut nous apporter un éveil de la conscience dans le Taureau et contribuer à nous détacher de la forme, à sortir du matérialisme et donc à purger le karma d'attachement possessif, le karma du T carré en signe mutable. Donc nous permettre de faire le pas suivant sur le sentier de l'évolution et nous alléger, donc aller d'un climat de pesanteur vers la grâce, pour employer un mot qui est cher aux mystiques. Donc Uranus a un aspect positif, d'abord la remise en question, qui touche tout le monde, d'une façon très primaire, puisqu'elle nous touche au niveau de la satisfaction de nos besoins les plus vitaux, et cette position d'Uranus en chute nous permet d'aller plus loin et de nous éveiller. Elle sert d'électrochoc en quelque sorte pour nous éveiller, nous réveiller, parce qu'apparemment nous dormons. C'est un petit peu le message que nous apporte la planète dans cette maison 5, où elle nous amène à devenir créatifs, peut-être enfin, donc à utiliser nos dons créateurs, qui sont symbolisés par la pyramide ou le triangle mineur, Pluton, Neptune, Uranus. Donc c'est intéressant ça, on peut faire quelque chose avec ça. Alors, deuxième planète qui peut être intéressante à étudier, qui n'est pas marquée sur la carte du ciel, c'est la Terre. La Terre, on la trouve dans le signe opposé, et le degré opposé surtout du Soleil. Donc le Soleil se trouvant à 0 degré précis de la Balance, nous trouvons la Terre juste en face à 0 degré du Bélier. Alors c'est un degré, le premier degré du Bélier, qui est un degré de force. Un degré de force. L'image, c'est Mercure. C'est Hercule, je veux dire. Et donc ce degré donne une certaine capacité à travailler beaucoup, et à lutter. Il donne de l'endurance, et c'est important dans la période dans laquelle nous entrons. Il peut donner aussi la passion dans ce que l'on fait. Le côté négatif, c'est qu'il peut être considéré comme agressif. En tout cas, il est bien équipé pour résister au conflit. Donc, il donne de la force. À nous de savoir canaliser cette force avec sagesse. Voilà, donc pour ce premier degré du Bélier dans lequel se trouve la Terre. Alors la Terre, d'une façon générale, en astrologie ésotérique, est un significateur de la personnalité. Donc la Terre doit sortir de son inertie et s'armer spirituellement pour devenir un guerrier de lumière, pour reprendre l'expression de Paulo Coelho. Donc cette Terre doit être considérée en complément de Jupiter. Jupiter nous parle davantage de développement spirituel, et la Terre nous montre comment y parvenir.